Euh, Avant de démarrer, on va peut-être se présenter aussi. Donc moi, c'est Floriane Marteau. Donc je travaille chez UCM dans le service de consultance création. Donc mon rôle, c'est vraiment d'aider les futurs indépendants, les porteurs de projets, à concrétiser justement leur idée, leur projet, en réfléchissant, voilà, à le structurer, à en faire un projet concret et à aider aussi dans tout ce qui est notamment les financements. Et donc je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Julien, que je laisse se présenter. Bonjour, donc moi c'est Julien et moi du coup je passe après, une fois que le projet est prêt, qu'il faut s'inscrire comme indépendant. Donc moi je travaille au guichet d'entreprise et c'est donc avec moi que les indépendants vont créer le numéro d'entreprise, numéro de TVA, qu'on va vérifier toutes les conditions qu'il faut pour devenir indépendant et qui vont vous aider, vous aiguiller du lancement de votre projet. Et ça fait voilà, ça fait 5 ans que je suis au guichet entreprise et 20 ans à l'UCM. Merci. Alors, j'ai oublié de préciser aussi dans les aspects pratico-pratiques que, on enregistre, cette session. Donc voilà, comme ça, vous êtes au courant aussi. Hem, donc on va démarrer tout de suite. Hem, Avant du coup d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite si vous le souhaitez à, indiquer dans le chat, le secteur dans lequel vous souhaitez vous lancer et si vous savez déjà si vous vous lancez à titre complémentaire ou à titre principal. Comme ça, nous, en cours de présentation, on peut aussi, peut-être adapter par rapport à des exemples et revenir sur les secteurs que vous nous évoquez tout simplement. Voilà, donc vous pouvez le mettre, au fur et à mesure dans le chat si vous le souhaitez. Alors, donc, que va-t-on voir aujourd'hui? Notre but est de vous donner un aperçu finalement de ce que c'est devenir indépendant, de ses conséquences, de ce que ça implique. Donc, on va démarrer par vous expliquer ce qu'est le profil de l'indépendant, donc notamment en termes d'accès à la gestion, accès à la profession, etc. On vous expliquera également les formes juridiques existantes, donc pour vous indiquer justement laquelle potentiellement peut convenir dans votre projet. On parlera également du statut de l'indépendant avec tout ce qui est cotisation sociale. On abordera aussi le plan d'affaires ou business plan, c'est peut-être un thème que vous connaissez plus. On vous expliquera également les quelques aides financières wallonnes qui existent pour la création d'entreprises. Et puis, on vous parlera de ce que nous, on peut faire au niveau du CM pour vous aider dans cette création d'entreprise. Et on terminera en vous rappelant tout ce qui est démarche à l'installation. Donc, merci déjà à toutes les personnes qui ont répondu dans le chat pour le secteur. C'est top. On a plein de choses différentes. On a de l'esthétique, de l'audit, de l'IT, ostéopathe, immobilier, bijoux. Voilà, super. Alors, on va du coup commencer de suite par l'introduction. Donc, mais ici, on vous a mis simplement ce que pourrait représenter un parcours de l'indépendant. Donc, tout démarre d'une idée, d'un projet d'entreprise. Donc, voilà, vous êtes tous en train de nous partager justement ces idées dans le chat. C'est une idée que vous avez peut-être depuis un moment. Peut-être que c'est quelque chose qui a déjà mûri, qui a déjà évolué. Et vous êtes même déjà au stade 2 de notre parcours, puisque vous êtes au stade de l'information. Alors ici, mais bien évidemment, vous le voyez, c'est une séance d'information qui est collective. Et donc, on ne pourra pas rentrer dans les détails individuels pour chaque projet, mais on va déjà essayer de répondre à un maximum de vos questions. Et s'il en reste par la suite, bien évidemment, on sera disponible aussi de manière plus individuelle. Ensuite, la troisième étape, c'est mon projet est-il faisable? Alors ici, en fait, c'est une étape qu'on voit qui est souvent négligée dans les projets. C'est en fait de s'intéresser à la faisabilité. Et quand on dit faisabilité, c'est un terme assez global qui reprend pas mal de choses. C'est à la fois la faisabilité voilà, légale, est-ce que j'ai les accès pour pouvoir exercer mon activité? La faisabilité technique, est-ce que j'ai les compétences? Mais aussi la faisabilité financière, ça on n'y pense pas toujours. Mais voilà, c'est des choses sur lesquelles j'y reviendrai. On pourra aussi vous aider, vous accompagner. Et une fois que vous avez réfléchi à tous ces points, là, vous êtes prêt à vous lancer et donc vous passez à l'étape je me lance auprès de mon collègue donc du guichet d'entreprise. Donc ça, c'est un parcours de création classique, on va dire. Et puis, par la suite, si l'entreprise se développe, vous pourriez être amené aux deux bulles suivantes qui sont donc j'engage du personnel et éventuellement à la toute fin d'entreprise, je transmets l'entreprise que j'ai créée. Mais ça, du coup, ce ne sera pas pour tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un indépendant? Qu'est-ce- Comment peut-on définir un indépendant? Ben, déjà, il faut travailler en Belgique.
un statut spécifique. Ensuite, il n'y a pas de lien de contrat de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à partir du moment où on crée un lien avec un contrat, on n'est pas indépendant, on est salarié. Si on est son propre patron, là, on va devenir indépendant. Il ne faut pas créer de lien de subordination. On entend parfois, je suis indépendant et je bosse pour quelqu'un. Non, on est, on est pour nous. C'est nous qui créons notre business et donc on devient indépendant là-dedans. Il y a plusieurs façons d'être indépendant. On peut être indépendant en personne physique, on peut être indépendant en société. À ce moment-là, on crée une société, on gère une société. Là, on a un statut aussi d'indépendant. On a d'autres façons d'être indépendant aussi, qui vont être, on va être aidant de quelqu'un, on va l'aider comme indépendant, on n'est pas lié à un contrat de travail avec cette personne-là, on vient l'aider à certains moments. Ce sont vraiment les trois grands statuts au niveau du statut d'indépendant. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est à partir du moment où on n'est pas lié à un contrat de travail et qu'on exerce une activité, on est indépendant. Alors ensuite, on peut se demander aussi, est-ce qu'on a le bon profil pour devenir indépendant? Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à même, naturellement, de devenir indépendantes? Ben, vous voyez la réponse ici, c'est non. Donc, tout le monde peut devenir indépendant s'il le souhaite. Maintenant, c'est vrai que certaines qualités peuvent faciliter la réussite. Donc, notamment, ben, le fait d'avoir une bonne orientation client, un bon sens commercial, ben, en étant indépendant, c'est vous qui allez devoir trouver vos clients a priori. Donc, ça peut aider. Aussi au niveau de tout ce qui est rigueur, précision, etc., parce qu'il y a pas mal d'administratifs à gérer aussi en devenant chef d'entreprise. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent faciliter la réussite. Alors par rapport à ça, nous, nos conseils, ben, c'est tout simplement de dresser la liste de vos points forts, de vos aptitudes, de vos compétences, donc tous les atouts que vous avez par rapport à l'activité, mais aussi, c'est pas écrit, de dresser la liste de vos points faibles, donc des choses que vous maîtrisez moins, et de discuter de tous ces points et de votre projet de vie avec votre entourage. Tout simplement, bah, comme quand on se prépare à un entretien d'embauche, on demande les qualités, les défauts, bah, ici c'est un peu le même principe qu'on vous demande, mais par rapport à votre projet. C'est important tout simplement parce que vous allez pouvoir identifier bah, les choses sur lesquelles vous allez mettre l'accent parce que vous êtes très bon dedans et les choses où vous êtes moins bon, bah, vous allez pouvoir réfléchir à comment contrer ça. Est-ce que vous allez peut-être reprendre une formation? Est-ce que vous allez vous faire aider par un professionnel ou par quelqu'un de votre entourage ou autre? Voilà, il y a toujours des solutions, mais c'est important d'être au clair dès le début de l'activité sur ces aspects-là aussi. Ouais, tout à fait. Enfin, je précise, c'est vraiment important de comprendre ça et c'est pas grave d'avoir des faiblesses, Tout à fait. mais il faut être capable de les connaître pour s'entourer, comme Florian le disait, s'entourer des bonnes personnes. L'UCM est une de ces bonnes personnes, mais il y a les comptables, il y a des gens dans son entourage. Et Mm. donc, il ne faut pas se dire, ne pas oser poser la question et ne pas être aidé. Il faut oser être aidé, il faut connaître ses faiblesses. C'est en connaissant ses faiblesses aussi qu'on peut arriver à faire fonctionner et à créer une bonne activité qui tourne. Oui, tout à fait. Alors, le profil de l'indépendant, ok, on a une idée, on en a parlé. Maintenant, est-ce que je peux devenir indépendant? Je sais que je suis pas sur contrat de travail, je sais que je me lance en personne physique, mais est-ce que je respecte toutes les conditions en région wallonne pour pouvoir me lancer comme indépendant? Alors, première question qu'on se pose, c'est ai-je un accès à la gestion? En effet, il faut savoir que pour la plupart des activités en Wallonie, on met de côté tout ce qui est médical et paramédical qui, eux, n'ont pas besoin de gestion. Pour le reste, l'ensemble des activités ont besoin d'un accès à la gestion. Alors, qu'est-ce qu'un accès à la gestion? Il y a plein de manières de l'obtenir. Le rôle du guichet entreprise, c'est justement de vérifier si les diplômes que vous avez permettent de prouver la gestion. Il faut savoir que tous les diplômes d'études supérieures, tout ce qui est graduat, licence, master, tout ça, amène automatiquement la gestion. Peu importe le domaine, qu'on ait fait un graduat, qu'on ait fait un baccalauréat en comptabilité ou qu'on ait fait un baccalauréat en musique, ça amènera la gestion de toute façon. Pour les plus anciens, tous les diplômes d'humanité générale et technique avant 2000 apportent aussi l'accès à la gestion. Et si, malgré tout ça, on n'a pas les diplômes requis pour lancer l'activité, ben on peut toujours passer via une personne tierce qui va vous apporter cette gestion et qui va permettre de vous lancer quand même. Cette personne tierce doit être une personne de la famille jusqu'au troisième degré et elle doit avoir ce diplôme en question qui permet de prouver la gestion. Cette personne-là va du coup devenir aidante indépendante et va vous aider
à gérer votre entreprise parce que la loi estime que vous n'avez pas les compétences pour lancer l'activité. Au bout de 3 ou 5 ans, ça dépend si on est indépendant principal ou complémentaire, à ce moment-là, on va pouvoir récupérer pour soi la gestion. Et la personne qui nous aura aidé aura fait son job, elle nous aura appris à gérer une entreprise, elle pourra se retirer et on pourra considérer que l'indépendant maintenant a sa propre gestion. Il reste une dernière version qui est d'engager quelqu'un 4 heures semaine en tant que salarié. Là, il ne va pas forcément être de la famille. Maintenant, c'est des choses qui coûtent assez cher. On essaye de l'éviter parce que ça peut coûter jusqu'à 400, 500 euros par mois juste pour apporter des compétences de gestion. C'est un peu cher. Dernière chose, j'ai oublié de dire, c'est que il est toujours possible de passer un examen de gestion pour obtenir ce diplôme de gestion, notamment soit en suivant une formation auprès de l'IFAPME ou d'organismes qui permettent ça, ou simplement d'aller au jury central, passer l'examen de gestion, et là on a un diplôme de gestion, et on peut lancer son activité. Ça, c'est vraiment le premier point. L'accès à la gestion, il est indispensable. Le guichet entreprise va vérifier si cet accès est bien respecté. Si on n'a pas cet accès, on peut déjà s'arrêter là. Ensuite, en fonction du métier qu'on veut exercer en tant qu'indépendant, il y a des accès à la profession. Donc, il y a différents secteurs au niveau des indépendants qui demandent un accès supplémentaire que celui de la gestion. Ces secteurs-là, les plus connus sont l'accès, c'est l'ORECA. On va avoir besoin des diplômes de cuisinier, de traiteur. C'est tout ce qui est construction. Il faut un diplôme de menuisier, il faut un diplôme de chauffagiste, un diplôme d'électricien, un diplôme, peu importe, mais tout ce qui va toucher au bâtiment va demander automatiquement, va demander, désolé, va demander automatiquement un accès à la profession. Tout ce qui est dans la mécanique, les véhicules aussi, et tout ce qui est dans tout ce qui est soin à la personne, esthétique. J'ai vu tout à l'heure qu'une personne voulait faire l'esthétique. Ben, voilà, l'esthétique demande un diplôme d'esthéticienne pour pouvoir lancer l'activité. Si on n'a pas ce diplôme-là, on ne peut pas lancer l'activité. Alors, une fois qu'on a vérifié gestion, profession, bah là, on est presque prêt à se lancer. Il y a encore des choses à vérifier qui ne sont pas forcément bloquantes pour lancer l'activité, mais qui sont obligatoires pour être en règle aux yeux de la loi. J'ai pris le cas de l'ORECA, on a vérifié, monsieur a la gestion, monsieur a le diplôme de traiteur, il peut se lancer. Moi, je peux faire l'inscription au niveau du guichet entreprise. Faut pas oublier qu'à ce niveau-là, l'ORECA va avoir besoin de passer par l'AFSCA, va passer par un numéro de TVA. C'est des obligations en plus à respecter pour pouvoir être réellement en règle au niveau indépendant. L'UCM peut, avec vous, lors du rendez-vous, faire toutes ces obligations à respecter, les passer en revue et vous aider à créer les dossiers dans les différents organismes. Je parle de l'ORECA, mais il y a plein d'autres obligations à respecter en fonction du domaine dans lequel on se trouve. Au niveau de la mécanique, il y a des permis environnementaux à avoir. Si on écoute de la musique, il faut voir avec ce qu'on appelait avant la SABAM, vérifier si on peut faire ça. Voilà, différentes obligations à respecter pour être en règle, pour pouvoir lancer l'activité. Une fois qu'on a vérifié la gestion, la profession, qu'on a vu tout ce qu'il fallait faire au niveau des obligations, on peut à ce moment-là créer le dossier, obtenir un numéro d'entreprise, un numéro de TVA, et on est à ce moment-là officiellement indépendant et on peut exercer son activité indépendante. Alors, je vois que dans le chat, on a une participante qui nous a mis qu'apparemment le dropshipping était exempté du diplôme, donc j'imagine qu'elle parlait de la gestion. Je ne sais pas si tu as déjà eu le cas, Julien, par rapport au dropshipping. Le dropshipping, ça dépend ce qu'on entend par le dropshipping. Euh, Normalement, enfin voilà, c'est un cas un peu particulier. Il faudrait peut-être en discuter un peu sur le côté. Oui. Euh, Normalement, même le dropshipping devrait avoir la gestion, mais je sais qu'il y a plein de choses qui tournent autour. Il faudrait discuter avec madame, peut-être Mhm. à côté, savoir exactement ce qu'elle compte faire pour qu'on puisse s'assurer qu'en effet la gestion n'est pas nécessaire dans ce cas-là. Voilà, c'est comme pour tout, il y a toujours des cas un peu particuliers. Ici, j'ai brossé euh, en large, mais c'est vrai qu'il y a toujours. Je prends le cas de la vente directe, hein, ce qu'on appelle Tupperware et H2O et ce genre de choses. Voilà, ceux-là n'ont pas besoin de gestion. Donc en effet, on est sur des choses, des cas particuliers.
auquel à ce moment-là, il faut discuter avec les personnes. C'est là l'intérêt d'avoir un rendez-vous ou une discussion par mail ou par téléphone pour vraiment cibler spécifiquement l'activité pour s'assurer qu'on ne rentre pas dans un cas particulier qui n'a pas besoin de gestion. Mais il faut toujours, de toute façon, euh, avant toute chose, se renseigner là-dessus et voir un conseiller qui peut aider. Oui. Du coup, je rappelle, pour tous les participants que vous pouvez indiquer vos questions dans l'onglet questions, plutôt que dans le chat. Comme ça nous permet de voir vraiment, la différence entre juste, le fil de discussion et les questions spécifiques auxquelles on aurait, à répondre et sur lesquelles on reviendra de toute façon, si on ne les a pas vues en cours de présentation, on aura du temps à la fin. Donc voilà, petit rappel, utile. Du coup, on va passer, à la suite, et donc Julien, je te laisse, commencer. Toujours moi, mais enfin. Alors, on parle des formes juridiques. Donc tout à l'heure, je vous ai indiqué que pour être indépendant, il y avait plusieurs façons d'être indépendant. Il y avait d'être en personne physique et il y avait d'être en société. Alors, on va commencer par les personnes physiques. Qu'est-ce que la personne physique? Bah, disons que la personne physique, c'est le plus simple à créer. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit avant, on vérifie les conditions, on arrive auprès d'un guichet entreprise, on obtient son numéro d'entreprise et on se lance comme indépendant à son propre nom, en personne physique. On crée une entreprise. On ne crée pas une société, on crée une entreprise en personne physique. Quels sont les avantages? Bah, c'est la rapidité, clairement. Ça ne coûte rien à la construction, à part les frais d'inscription au guichet entreprise qui coûtent 100 euros. Pour le reste, ça ne coûte pas grand-chose d'autre. Maintenant, il y a moins de protection qu'une société. Il y a un impôt à payer qui est plus élevé qu'en société. Ça, ma collègue vous expliquera après, tout ce qui est personne morale et tous les intérêts des sociétés à responsabilité limitée. La personne physique, bah oui, si on se plante, bah, tous les biens qu'on a derrière, s'il y a des dettes, bah oui, on peut les perdre, bien sûr, c'est un risque. Maintenant, quand on en arrive là, c'est parce qu'on a investi énormément et qu'on a derrière des banques qui veulent récupérer. Si on se lance, qu'on n'a pas investi, qu'on n'a pas besoin d'amener 100 000 euros et qu'on n'a pas besoin de faire des prêts, a priori, on ne risque pas grand-chose. Au pire, on risque simplement que bah, ça ne marche pas, qu'on va arrêter l'activité, je paye mes dettes qui restent là. Voilà. Donc, la personne physique, c'est le plus facile, c'est le plus simple à créer, c'est je suis moi, je suis indépendant, je lance mon activité et tout est fait à mon nom. Je paye mes impôts à mon nom, je paye mes cotisations à mon nom. Tout est simple à créer. La personne morale, elle permet d'autres choses, d'autres avantages. Mais je vous laisse, Floriane, vous expliquer tout Oui. ça. Et en attendant, du coup, pendant que j'explique, il y a une question Ouais, pour j'ai vu la toi, dans l'onglet question. questions. Ouais, Tu peux y je, répondre peut-être dans le chat. je vais aller voir ça, ouais. Voilà, donc les entreprises en personne morale, donc c'est aussi ce qu'on appelle société. Il y a 2 types, déjà de catégories dans ces sociétés. Donc c'est, d'un côté les sociétés à responsabilité illimitée et de l'autre les sociétés à responsabilité limitée. Alors c'est quoi cette notion de responsabilité? Eh bien en fait, c'est est-ce qu'il y a une distinction entre, le patrimoine, privé et le patrimoine professionnel, donc le patrimoine de l'entreprise? Alors, en fait, par rapport à, cela, bah, quand on a une responsabilité illimitée, il y a pas de distinction entre le patrimoine privé et le patrimoine de l'entreprise. Donc en fait, tout ce qui appartient, à l'entreprise vous appartient, mais l'inverse est vrai également. Donc s'il y a des dettes dans l'entreprise, bah, vous pourriez être amené à les rembourser avec ce que vous avez en privé. Attends, Alors que Floriane, quand juste, oui, juste une pardon. seconde. Comment je réponds en fait? J'ai jamais Heu, utilisé tu ça. tu peux normalement répondre, en tapant, directement, la réponse dans le chat. Mais là, du coup, tu as mis comme si tu répondais en direct, donc il faut que tu Ah, arrêtes, j'arrête ça ça. et puis tu Ok. vas pouvoir normalement, Dans le chat, ok, ça va. avoir accès à nouveau. Ok. Sorry. Pas de souci. Donc je disais, bah, s'il y a une responsabilité limitée, là, vous avez vraiment, une distinction de votre patrimoine privé et le patrimoine professionnel et donc, bah, les dettes de l'entreprise, normalement, vous devriez les payer avec l'activité professionnelle et pas, on ne viendrait pas chercher dans vos biens privés. Alors il y a toujours des exceptions, donc ici, c'est un peu un résumé, mais voilà, c'est un peu les grands principes. Donc pour commencer à gauche, donc la première type de société, c'est, les sociétés sans personnalité juridique, qu'on appelle aussi maintenant les sociétés simples. Alors les sociétés simples, le principe, c'est un peu l'association, en fait, de 2 personnes physiques.
Donc, on va constituer ce type de société quand on est, par exemple, deux indépendants, par exemple une esthéticienne et une coiffeuse qui veulent à un moment donné partager un local et qui vont avoir des frais en commun. Plutôt que de créer une grosse structure juridique, elles vont simplement créer cette forme d'entreprise pour mutualiser certains frais, mais tout en conservant elles-mêmes chacune une entreprise en personne physique. Donc, c'est pas une forme de société qu'on rencontre très très fréquemment. Voilà, ça peut être utile dans des cas plus spécifiques, mais voilà, c'est une analyse évidemment qu'on peut faire avec vous de manière plus individuelle. Ici, j'explique simplement les grandes lignes. Ensuite, on passe aux sociétés avec personnalité juridique. Donc là, on retrouve notamment la société en nom collectif et la société en commandite. Alors ici, généralement, on opte pour ce type de société souvent pour des raisons plutôt fiscales, parce que on va en fait pouvoir bénéficier de l'impôt des sociétés. Donc là, à nouveau, c'est des sociétés qu'on rencontre moins fréquemment, donc je ne vais pas en parler trop ici. Et puis, on passe aux responsabilités limitées. Donc là, il y a trois types. La première, c'est la société anonyme. Alors la société anonyme, généralement, c'est un type de société qu'on ne choisit pas au démarrage, enfin, en tout cas que nous, on voit très peu souvent au démarrage d'une entreprise chez nos starters, tout simplement parce qu'il faut déjà un capital de départ de 61 500 € juste pour constituer la société. Donc voilà, c'est déjà pour de plus grosses structures. Plutôt quand on veut aller à l'international, qui a beaucoup de fonds, beaucoup d'actionnaires, ce genre de choses, on peut opter pour ça, mais voilà, c'est pas ce que nous on rencontre le plus pour nos starters. Tout à droite, on a la société en coopérative, donc les SC. Alors là, comme le nom l'indique, il faut un but coopérateur. Donc le but coopérateur, c'est pas vous en fait qui le déterminez, c'est vraiment il y a des règles, il y a un cadre légal derrière, donc il faut s'assurer, il faut demander un agrément que le but coopérateur soit bien un but coopérateur au niveau légal. Et là, il faut être minimum 3 associés. Donc c'est par exemple plus, des agriculteurs qui vont s'associer pour, moudre ensemble leur blé, ce genre de choses. Voilà, là, il y a un but coopérateur. Là, on peut rentrer dans une société coopérative, donc minimum à 3. Et puis celle du milieu, la SRL, que j'ai laissée pour la fin parce que là, pour le coup, c'est une société qu'on rencontre assez souvent au démarrage. Donc la SRL, ça veut dire simplement société à responsabilité limitée. Là, vous pouvez être seul pour créer ce type d'entreprise et vous n'avez pas un montant de capital bien déterminé que vous devez investir dans la société. Mais je vais y revenir juste après. Donc en fait, par rapport à ce type d'entreprise dont on vient de vous parler, de manière assez générale ici, ce que nous on rencontre le plus en inscription, donc les nouvelles entreprises, ce sont, les entreprises en personne physique, donc tout à gauche, et les SRL dont je viens de parler. Donc pour que ce soit, plus clair, ces 2 types de sociétés, sur ce slide-ci, on vous a mis justement une petite comparaison entre ces types d'entreprises puisque a priori, ce sont celles que vous allez peut-être choisir. À nouveau, on pourra en discuter si vous le souhaitez, au cas par cas. Alors, pour les entreprises en personne physique, le premier avantage, c'est le coût de constitution. Donc mon collègue l'a dit tout à l'heure, en personne physique, le coût de constitution, il est assez faible. En réalité, obtenir votre numéro d'entreprise auprès d'un guichet, ça coûte 101 €. Donc 101 €, vous avez votre numéro d'entreprise. Après, bien évidemment, il peut y avoir des frais supplémentaires si vous avez besoin d'autres autorisations, comme l'immatriculation à la TVA, l'inscription à l'AFSCA, ce genre de choses. On va dire qu'au minimum, vous en avez pour 100 €. Ensuite, si on compare ça à la SRL, mais en fait, le coût du guichet d'entreprise, donc les 101 € reste valable, donc vous l'avez aussi pour une SRL, mais vous devez y rajouter quelque chose avant, qui est le passage chez un notaire. Parce qu'une SRL doit être créée, constituée par un notaire. Et donc, ce notaire, évidemment, il a un coût supplémentaire. Généralement, vous pouvez compter au moins 1 500 € de plus pour la constitution chez le notaire. Donc voilà, directement, il y a une différence entre ces 2 formes d'entreprise. Ensuite, deuxième distinction entre les 2, c'est la notion de capital. Donc le capital, c'est en fait, le montant d'argent qu'on vous demande d'investir vous-même, dans l'entreprise. Donc en personne physique, on ne vous demande pas en réalité un montant d'argent, spécifique. Par contre, c'est logique puisque, comme on l'a dit, il n'y a pas de distinction de patrimoine privé et le patrimoine professionnel. Donc en réalité, tout ce que vous avez en privé appartient déjà, à l'entreprise. Donc on ne vous demande pas d'avoir un montant d'argent vraiment supplémentaire. En SRL, c'est différent parce qu'en en SRL, vous avez créé
une entité juridique distincte de vous. Et à ce moment-là, avec cette entité juridique, on vous demande là d'y injecter un minimum d'argent. Donc avant, il fallait 18 600 € pour créer une SRL. Maintenant, ça a été remplacé par la notion d'apport propre suffisant. Donc suffisant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, maintenant, l'apport dépend du montant des investissements dont vous avez besoin. Donc pour relier ça à quelque chose que vous connaissez mieux, quand vous achetez une maison, les frais, de notaire et l'apport qu'on vous demande, c'est une proportion du montant, d'achat de votre maison. Ici, c'est la même chose. En fait, l'apport, ça va être une proportion du montant, de vos investissements. Donc quelqu'un qui a besoin, de 5 000 € pour créer son entreprise parce qu'il a juste, besoin, peut-être de racheter un nouvel ordinateur et d'avoir un peu d'argent sur les comptes parce qu'il est dans du service pur, ou quelqu'un qui a besoin de 50 000 € parce que, il va ouvrir une sandwicherie, il a besoin d'électroménager et cetera. Là, le montant qu'on va demander, la proportion évidemment va être différente. Autre distinction, la responsabilité. Donc là, je l'ai déjà expliqué. En personne physique, il y a pas de distinction entre votre patrimoine privé et le patrimoine de l'entreprise. En SRL, il y a bien une distinction entre les deux. Et puis la dernière distinction, elle concerne l'imposition. Donc en personne physique, vous avez, l'impôt des personnes physiques qui est en réalité un peu ce que vous avez déjà en tant que salarié. Donc c'est un impôt par tranche de revenus qui va globalement de 25 à 50. En personne morale, en réalité, vous avez 2 types d'imposition qui s'appliquent. Vous avez l'impôt des personnes physiques et vous avez l'impôt des sociétés. Alors pourquoi est-ce que vous avez 2 types d'imposition? Tout simplement parce qu'en fait, en société, vous avez une entité juridique distincte de vous qui va vous verser une rémunération pour le travail que vous faites au sein de la société. Sur cette rémunération, vous allez être taxé en personne physique puisque c'est une rémunération qui vous est octroyée à vous en tant que personne. Et ensuite, s'il reste de l'argent dans la société, sur les comptes, une fois que vous avez payé toutes vos charges, que vous êtes rémunéré et cetera, cet argent-là, lui, qui reste dans la société, sera taxé à l'impôt des sociétés qui va de 20 à 25. Ça, j'y reviendrai un peu plus, dans la suite quand on abordera le plan financier. Alors je vois qu'il y a, des questions, dans le chat. Est-ce qu'elles ont déjà été répondues? Oui, c'est parfait. Oui, je Heu, réponds au fur et à mesure quand je Super, parfait. Du coup, on peut passer, à la suite. ah! Gros Un gros domaine. volet. Voilà. Le statut d'indépendant. Donc jusqu'ici, c'est bien, on a vu tout ce qu'il fallait pour devenir indépendant, on a vu les conditions, les différents accès, les différents types, société, personnes physiques, les apports à apporter. Tout ça est OK, tout ça a été vérifié et puis maintenant vous êtes lancé. Vous avez fait vos démarches, vous êtes devenu indépendant, vous êtes passé auprès du guichet d'entreprise et maintenant on est lancé. Et maintenant il va falloir payer tous les 3 mois des cotisations sociales. Alors, à quoi ça sert de payer des cotisations sociales? C'est pas juste pour ennuyer tout le monde. Le but des cotisations sociales, c'est d'ouvrir des droits, d'être assujetti au statut social. C'est-à-dire que si on devient indépendant, qu'on n'est que indépendant, il faut payer des cotisations pour pouvoir garder des droits au niveau de la mutuelle, pouvoir être remboursé quand on va chez le médecin, pour pouvoir garder des droits pour plus tard éventuellement avoir une pension, pour garder un statut social. Si on ne paye pas de cotisation, on n'a pas de statut social. C'est une obligation légale. On n'a pas le choix. On ne peut pas ne pas le faire. Ça a un intérêt. On ne peut pas dire, non, moi je décide de ne pas payer mes cotisations, je prends une assurance sur le côté. Non. On peut prendre une assurance sur le côté, on peut faire des choses, mais il y a un minimum à payer qui sont ces cotisations sociales-là. Alors, les cotisations, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors, au départ, qu'on soit indépendant, aidant, conjoint aidant, administrateur de société, on doit payer des cotisations sociales. Tout le monde. Le montant va être différent en fonction du statut qu'on va avoir. Si on est indépendant à titre principal, c'est-à-dire qu'on ne fait que être indépendant, à ce moment-là, on va payer une cotisation plus élevée parce qu'on va estimer qu'il y a un minimum à payer pour ouvrir les droits sociaux en matière de mutuelle, en matière de pension. L'indépendant à titre principal, en 2023, va devoir payer une cotisation tous les 3 mois d'environ 875 euros. On est quand même sur un montant important, mais c'est ce qui estime qui est suffisant pour ouvrir des droits sociaux. Alors évidemment, on peut monter
bien plus haut que 800 euros de cotisation trimestrielle. Ça va dépendre du revenu, du bénéfice net qu'on va déclarer aux contributions. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'indépendant, par an, va payer 20,5% du bénéfice net qu'il aura déclaré aux contributions. On prend un exemple. Imaginons que le bénéfice net déclaré est de 20 000 euros. Ben, si on fait 20% de 20 000 euros, on va devoir payer à peu près 4 000 euros de cotisation tous les ans à l'UCM et donc à l'État. Ça fait à peu près 1 000 euros tous les 3 mois. Alors, comment ça fonctionne? Bah, forcément, au début, on ne sait pas combien on gagne. Vous ne savez pas, moi je ne le sais pas. Donc la loi, elle dit, ben, on part sur un montant minimum qui doit être régularisé en fonction du bénéfice qui est déclaré. Et c'est là toute la difficulté, parce que au départ, on ne connaît pas, on part sur une base forfaitaire, et puis 1 an et demi, 2 ans plus tard, lorsque les contributions ont fait le calcul, on fait le revenu, nous on le reçoit et on va régulariser. Et s'il n'y a pas eu d'adaptation, on se retrouve parfois à réclamer de fortes cotisations. Et pas mal d'indépendants se font avoir comme ça parce qu'ils n'ont pas anticipé cette régularisation. Donc le but, c'est que entre le moment où on débute l'activité et le moment où on va avoir la régularisation, il faut adapter ces cotisations sociales en fonction du bénéfice qu'on génère. Et qui de mieux placé que vous, l'indépendant, pour savoir combien il gagne? Ben, personne. C'est vous qui travaillez, c'est vous qui savez ce qui rentre, c'est vous qui pouvez lui dire, ben, attention, ce qu'on me réclame à l'UCM n'est pas suffisant, je dois l'adapter. On peut tout à fait faire le parallèle avec le principe des charges au niveau électricité, gaz. Bah, ce qu'on va payer à Engie, à Luminus et autres, bah, on ne va pas rester à 20 euros par mois, parce qu'on sait, et d'autant plus dans cette période-ci, que ça ne sera pas suffisant. Donc on va adapter sa provision pour éviter qu'on nous réclame quelque chose d'important. Et ben, c'est pareil au niveau des cotisations. Vous allez adapter la mensualité, la trimestrialité, la provision que vous nous versez pour éviter, lorsqu'on régularisera vos cotisations, d'avoir une surprise. C'est le principe, il n'est pas plus compliqué que ça. On paye une provision qui est régularisée ensuite sur base des revenus réels et vous avez la possibilité entre les deux d'adapter comme vous le souhaitez et autant de fois que vous le souhaitez les cotisations sociales. Le principe, qu'on soit principal ou complémentaire, est identique. C'est toujours une provision. Le montant est différent, puisque en tant que complémentaire, ça veut dire que vous êtes salarié, parce qu'on est complémentaire, parce qu'on a une couverture sociale, un statut social dans un autre secteur que celui des indépendants. Donc on ouvre déjà des droits en matière de pension, en matière de mutuelle. Donc ça ne sert à rien d'aller payer 800, 900, 1000 euros de cotisation directement à partir du moment où on a déjà ces droits ouverts là. Donc la loi, elle dit, bah, ok, on commence plus bas, environ 95 euros de cotisation tous les 3 mois. Ce montant-là, il va être aussi régularisé, 96,81 pour être précis, il va être aussi régularisé de la même manière. C'est aussi 20% du bénéfice en tant qu'indépendant qu'on va générer qui va faire en sorte qu'on va trouver le bon montant de cotisation. Bah, évidemment, si on gagne 4 000 euros, bah, 4 000 euros, 20% de 4 000, ça va faire 800 euros de cotisation. Divisé par 4, ça fera donc 200 euros par trimestre. C'est un peu plus que 96, mais on est encore largement en dessous des 875 euros. Ce qui est important à comprendre, c'est que à un moment donné, en tant que complémentaire, si les revenus dépassent 16 409, comme vous voyez ici au niveau principal, si le revenu dépasse ça, qu'on soit indépendant principal ou indépendant complémentaire, on payera le même montant de cotisation. On peut payer en tant que complémentaire 1000, 1500, 2000 euros de cotisation. Et on n'aura pas pour autant plus de droits sociaux, puisque les droits sociaux, on les ouvre qu'une seule fois et ils sont ouverts du côté salarié. On ne bascule pas principal parce que on gagne beaucoup. On basculerait principal si on quittait son emploi et qu'on n'avait plus de droits sociaux dans un autre secteur que celui des indépendants. Donc c'est vraiment ça qui est important à comprendre. Comment on paye toujours des cotisations en fonction de ce qu'on gagne, mais il y a deux statuts. Un qui dit on commence pas en dessous de 875, un autre qui dit on commence en dessous de 96,81 €, enfin à 96,81 €,
mais on peut monter, à un moment donné, à avoir les mêmes montants de cotisation. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est que, comment est-ce qu'on s'assure que vous êtes bien indépendant complémentaire? Bah, c'est via principalement un contrat de travail et il faut exercer au minimum un mi-temps au niveau, de son activité salariée. On estime qu'à partir du mi-temps et au-dessus, bah, on ouvre des droits suffisants pour, pour gérer l'activité, pour, être indépendant complémentaire, pardon. Si on est en dessous du mi-temps, même si on exerce 12 heures, 16 heures, eh ben, à ce moment-là, on va se retrouver indépendant principal. Ça, c'est notre rôle aussi du guichet entreprise, de l'UCM, de vérifier que vous rentrez dans les conditions. Et on va le vérifier tout au long de votre carrière. Il ne suffit pas d'arriver avec un contrat de travail au début de l'activité pour dire bah, c'est bon, maintenant je suis complémentaire toute ma vie. Ben non, chaque trimestre, on va vérifier que vous respectez toujours les conditions pour ça. Enfin, au niveau des cotisations sociales, tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait être en société, on en a parlé aussi. Alors, être en société implique le paiement de cotisations parce qu'on est indépendant et on paiera du même principe, indépendant principal ou indépendant complémentaire, des cotisations sociales. Mais quand on est en société, en plus de celle-là, la société elle-même, qui devient une personne donc morale, va payer des cotisations annuelles. Alors, c'est beaucoup moins élevé, c'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est une cotisation standard de 347,50 €. Peu importe le bénéfice qu'on va générer. Si on génère 3 000, 10 000 ou 20 000 ou 100 000 euros de bénéfice, ça restera 347,50 € au niveau de la cotisation. Il y a des possibilités d'exonération de la cotisation durant 3 ans en début d'activité, si c'est la première fois qu'on devient indépendant. De nouveau, c'est des conditions à vérifier au moment de l'inscription et ce sont des conditions qu'on vérifie toujours au moment de l'inscription avec l'indépendant qui s'inscrit. N'hésitez pas s'il y a encore des questions dans le chat, on y répond au fur et à Il y mesure. en a, mais je vais aller Voilà, voir. je pense que pour le moment, toutes celles qui ont été posées ont été répondues en cours, mais au cas où, n'hésitez pas. Du coup, on va passer à la suite. Si vous avez des questions encore sur ce volet-là, n'hésitez pas et on y reviendra alors à ce moment-là en fin de présentation. Donc, on va aborder ici maintenant le plan d'affaires, donc ou business plan. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un plan d'affaires? C'est un document qui va vraiment synthétiser votre entreprise, la vision que vous en avez, comment vous voulez faire les choses, que vous allez proposer concrètement à vos clients, votre organisation. Enfin voilà, c'est vraiment une analyse, on va dire, de votre projet. Donc, c'est un document qui va reprendre donc, vos objectifs et votre stratégie. Alors, pourquoi réaliser un business plan? On a listé ici différentes raisons. La première étant la plus importante à nos yeux, c'est évidemment pour vous, parce que faire un business plan, c'est s'assurer qu'on a bien réfléchi tout simplement à son projet, qu'on a déjà étudié pas mal de choses par rapport à notre marché, qu'on a déjà une connaissance éventuellement de nos clients, qu'on s'est renseigné sur les concurrents, qu'on sait potentiellement la rentabilité que ça va avoir, et cetera, et cetera. Donc, c'est déjà un super outil, en fait, tout simplement pour s'assurer que l'entreprise qu'on crée va a priori être pérenne parce qu'on a déjà réfléchi et mis des hypothèses sur toute une série de choses. Ensuite, c'est aussi un outil de travail une fois que vous êtes en activité, donc toujours pour vous, tout simplement parce que comme je viens de le dire, dans ce plan d'affaires, on fait toute une série d'hypothèses, que ce soit, par rapport au profil de vos clients, que ce soit par rapport, à votre revenu potentiel et autres. Et donc, une fois que vous êtes en activité, c'est toujours bon de se référer à ce dossier et de voir, finalement où on en est. Est-ce que, on atteint, les prévisions de vente qu'on avait prévues? Si c'est pas le cas, on sait que potentiellement ça va avoir un impact sur le revenu qu'on va pouvoir générer, et cetera. Et donc, c'est évidemment une sorte de boussole, une ligne directrice que vous pouvez suivre, aussi par la suite. Et puis, autre raison, c'est évidemment s'il y a, des partenaires à convaincre dans le projet. Donc le plus classique, c'est souvent la banque, hein. Donc si vous avez besoin d'un crédit bancaire, le business plan est,
le document standard que la banque va vous demander pour analyser votre dossier et décider ou non de vous octroyer le crédit. Mais ça peut être aussi, pour d'autres partenaires du style, bah, vous avez des associés, vous voulez faire rentrer des investisseurs, pour certaines, primes, subsides et cetera aussi. C'est un document, bah, du coup, qui va permettre de convaincre, les partenaires. Et puis, dernière raison, bah, c'est indispensable pour certaines sociétés. Donc par exemple la SRL, bah, tout à l'heure je vous ai dit que la notion d'apport, c'était un apport suffisant. Donc l'argent, que vous deviez investir était censé être un apport suffisant. Et bien comment on détermine ce montant? Bah, c'est en réalisant un plan financier et donc bah, quand, vous créez une SRL, pour pouvoir créer cette SRL chez le notaire, bah, vous êtes tenu, vous êtes obligé d'avoir rédigé un plan financier qui est un des volets, du plan d'affaires. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter globalement, ce que c'est un plan d'affaires et du coup, le contenu. Bien évidemment, le but n'est pas de faire, de vous des comptables, surtout en si peu de temps, mais c'est simplement de vous donner un peu une idée de, finalement ce qui est contenu dans ce dossier. Donc en fait, un plan d'affaires est divisé en 2 grandes parties. Il y a une partie qualitative et il y a une partie quantitative. Donc je vais, de suite approfondir, chacune, de ces parties. Alors, pour la partie qualitative, voici un schéma que nous, on utilise pas mal dans nos accompagnements. Donc, comme je l'ai dit, au niveau du SEM, on peut vous accompagner sur toute une série d'aspects. Le business plan en fait partie. Et donc, bah, cet outil, le business model Canva que vous voyez sur le schéma, c'est un outil en fait qui permet de structurer le projet et du coup d'en avoir une idée un peu plus concrète puisqu'on va aborder plein de composants en fait de l'entreprise. Donc, vous voyez sur le schéma, bah, on va parler de la cible. Donc, ce sont les clients que vous voulez toucher. On va se demander bah, quel est leur profil, pour quelles raisons ils viendraient chez nous, ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent de notre service, etc. On va parler de la proposition de valeur. Donc ça, c'est ce que vous proposez concrètement à vos clients. Donc est-ce que vous leur vendez des chaussures de luxe, voilà, haut de gamme, ou est-ce que vous êtes une sandwicherie, ou est-ce que vous faites du service informatique, etc., etc. Et on va vraiment rentrer plus dans le détail, de se dire bah finalement, il y a peut-être déjà d'autres personnes sur le marché qui font ce que je propose, mais moi, je vais le faire différemment pour telle, telle, telle raison. On va également aborder, bah, évidemment, tout ce qui est relations clientèle, donc les interactions que vous allez avoir avec vos clients, les canaux de distribution, bah, si vous allez vendre via un magasin physique, si vous allez aller à domicile, si vous allez en fait vous rendre toujours chez à des endroits différents pour exercer l'activité, etc., etc. On va aborder également dans, le volet de gauche, du coup du schéma, le comment vous allez, vous organiser dans l'entreprise. Donc quelles sont les ressources dont vous avez besoin en termes de matériel, en termes de financement, quelles sont les activités que vous allez réaliser au quotidien, quels sont éventuellement les partenaires que vous allez pouvoir solliciter pour vous aider, à réaliser vos activités. Et puis on aborde, déjà, mais de manière, ici, plus synthétique, tout ce qui est coûts et revenus, donc potentiellement comment votre entreprise, génère du revenu et quels sont les coûts principaux. Ici, on met pas de montant à ce stade, c'est vraiment se dire, bah, quelles sont les formes, de coûts et les formes de revenus qu'on va pouvoir générer. Donc cet outil-là, bah, évidemment, il est très utile pour s'assurer qu'on a déjà une bonne vision d'ensemble, de l'entreprise, qu'on veut lancer, et s'assurer, bah, que du coup, on a déjà une réponse globale dans chacune des cases. Alors évidemment, bah, si vous le souhaitez, c'est quelque chose qu'on peut approfondir bien plus, lors d'un accompagnement. Voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, mais ça vous donne déjà aussi un peu une idée, de ce qui peut se cacher derrière, une partie, qualitative, dans un business plan. Alors, ensuite, on va passer à la partie, quantitative, donc au niveau des chiffres. Alors, pourquoi faire un dossier financier? On a ici listé 2 grandes raisons. La première, c'est de savoir, en fait, de combien vous allez avoir besoin pour pouvoir démarrer votre activité. Donc, on parle ici de faisabilité, financière. Alors, bah, de combien vous allez avoir besoin? Évidemment, ça dépend au cas par cas, suivant l'activité que vous voulez lancer, suivant le secteur et cetera. Mais bah, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui veut se lancer, dans le coaching, personnel, bah, aura peut-être moins besoin d'investissement et même pas peut-être, c'est sûr, il aura moins besoin d'investissement que quelqu'un qui veut, ouvrir un magasin de vêtements,
tout simplement parce que le magasin de vêtements, il aura besoin d'acheter du stock, d'aménager le magasin avec des tringles, avec un comptoir, avec des étagères, et cetera. Tout ça, ça coûte de l'argent. Alors que la personne qui se lance dans le coaching, potentiellement, elle a juste besoin, de son savoir, de ses connaissances, peut-être éventuellement d'un ordinateur pour prendre note lors de ses rendez-vous, mais voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus restreint en termes d'investissement. Et donc, il faut évidemment faire l'exercice de savoir pour notre activité, pour notre projet, de combien d'argent on a besoin pour démarrer et surtout, est-ce qu'on a soi-même assez d'argent pour pouvoir démarrer ce projet ou est-ce qu'on a besoin de faire appel, par exemple, à du crédit bancaire, à des associés ou autre. La deuxième grande raison, c'est de pouvoir estimer si ce projet, finalement, il va nous permettre de dégager un bénéfice, donc de pouvoir dégager un revenu. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la rentabilité du projet. Et donc, estimer la rentabilité du projet, on va estimer le chiffre d'affaires, donc toutes les ventes, toutes les factures, tout ce que vos clients vont vous payer et les charges, donc tous les frais que vous allez avoir. Et on va du coup voilà, faire une soustraction entre les deux et voir si à la fin, il reste effectivement de l'argent pour ensuite vous rémunérer et autres. Alors, par rapport à ça, on va vous présenter ici, quelques tableaux qui sont des indispensables de ce dossier. Donc le tableau de financement et d'affectation, le compte de résultat et le tableau de trésorerie. Et je vais de suite passer, au visuel pour que ce soit peut-être, plus clair, dès le début. Alors, le premier tableau, du coup, c'est, le tableau de financement et d'affectation. Donc, vous voyez ici, c'est un tableau avec, 2 colonnes. On va commencer par la colonne de gauche. Donc la colonne de gauche, ce sont les affectations. En réalité, les affectations, c'est quoi? Tout simplement, ce sont, tous les besoins que vous avez pour démarrer votre activité. Donc, pour prendre un exemple, très très concret, un restaurateur, de quoi il va avoir besoin pour démarrer? Tout d'abord, il y a des frais de constitution. Donc les frais de constitution, ce sont les frais pour constituer, créer l'entreprise ou la société, l'entreprise individuelle ou la société, peu importe. Donc ce sont les frais, par exemple, de guichet d'entreprise, de notaire, et cetera. Les immobilisations immatérielles, on va retrouver là-dedans, par exemple, tout ce qui est, site internet ou, dépôt d'une marque, création, d'un brevet, d'un logo, et cetera. Donc ce sont des choses qui ne sont pas tangibles, palpables, concrètes, mais qui, voilà, nécessitent quand même, un certain montant d'argent. Les immobilisations financières, ce qu'on retrouve le plus généralement dans cette case, c'est tout ce qui est, garantie locative, donc pour un local que vous devriez, louer pour exercer votre activité. Donc le restaurateur, c'est la surface en fait qu'il loue pour, pouvoir, exercer, son métier. Ensuite, immobilisation matérielle, là, c'est tout ce qui est, très concret, tangible, hein. Donc c'est éventuellement l'achat d'un terrain, d'un bâtiment, si on n'est pas sur de la location évidemment, et tout ce qui est matériel et mobilier. Donc pour le restaurateur, ça va être l'aménagement de la salle, les tables, les chaises, la décoration, le comptoir, la caisse enregistreuse, mais aussi l'aménagement peut-être de la cuisine, un nouveau four, lave-vaisselle, enfin voilà, tout ce qu'il peut avoir besoin pour, concrétiser son activité. Ensuite, le stock, c'est, évidemment les marchandises dont vous a ou les matières premières dont vous avez besoin. Donc ici, pour le restaurateur, ça va être, l'achat de ses fruits, ses légumes, les viandes et autres. La trésorerie, c'est un petit matelas de sécurité. Donc la trésorerie, en fait, ce que ça veut dire, c'est, qu'on prévoit un peu d'argent sur les comptes pour payer les premières factures au cas où, l'activité ne génère pas directement suffisamment de revenus pour tout payer. Donc en fait, souvent, il y a un décalage entre le moment où, on va avoir une clientèle, suffisante, régulière, récurrente et le moment où on va avoir nos premiers frais. Donc typiquement, le restaurateur, dès l'ouverture, il va devoir payer son loyer, il va devoir payer, ses fameuses cotisations sociales, il va devoir chauffer l'endroit, il va devoir l'éclairer et cetera et cetera et ça, même s'il a un client dans son restaurant ou s'il en a 100 et donc le fait d'avoir prévu un peu d'argent de disponible, au départ de l'activité qui n'est affecté à rien, ça permet justement, de pouvoir, directement payer ses premières factures, même si au début, la fréquentation du restaurant n'est pas, forcément à la hauteur de ce qu'il espérait. Et puis la dernière case, ce sont les frais de lancement. Donc les frais de lancement, c'est ici tout ce qui va contribuer à votre notoriété. Donc c'est toute la publicité, que vous pourriez faire, pour faire connaître, votre activité, que ce soit des flyers, que ce soit,
des publications sur les réseaux sociaux, des cartes de visite, voilà, peu importe, évidemment à définir en fonction de votre secteur d'activité. Et là, une fois que vous avez défini tout ce dont vous avez besoin, qui peut être évidemment plus ou moins important suivant votre secteur, vous arrivez à un total et donc il faut passer ensuite à la colonne de droite qui est de savoir comment on va financer ce montant. Donc la première chose, c'est l'apport propre, donc c'est l'argent que vous allez vous-même investir. Donc il faut toujours un minimum d'apport propre. Voilà, démarrer en se disant qu'on a 0 € dans notre poche et qu'on va créer, son entreprise avec 0 €, c'est un très mauvais calcul, et ça ne fonctionne, généralement pas de toute façon. Donc voilà, il faut toujours avoir au moins un peu d'argent à investir dans le projet. À nouveau, le montant, c'est à évaluer au cas par cas. Et puis ensuite, si ce montant-là ne suffit pas, on peut faire appel, à de l'emprunt à long terme, à court terme, par exemple la banque, mais il peut y avoir aussi d'autres aides et ça, je vais y revenir, juste après. Hem À nouveau, je rappelle évidemment qu'on peut vous aider dans la réalisation de toute cette réflexion, ces tableaux et cetera. Donc là, le but est de vous en donner un aperçu, mais bien évidemment, si ça vous intéresse, on peut, travailler ça ensemble de manière individuelle dans un accompagnement. Hem, alors au niveau, du 2e tableau, du coup, on parle du compte de résultat, prévisionnel. Donc le compte de résultat, ici, on a distingué un compte de résultat en personne physique et en personne morale de type SRL. Alors, au niveau, de ce tableau, je vais d'abord expliquer donc la personne physique et puis je vous expliquerai les quelques petites distinctions qu'il y a en personne morale puisque c'est globalement le même raisonnement. Alors, en personne physique, la première chose, donc on va déjà, à quoi sert ce tableau? Peut-être avant de démarrer, tout simplement voir, est-ce que l'activité permet de dégager une rentabilité, donc d'avoir un bénéfice, à la fin, de l'année et donc c'est un tableau qu'on fait de manière annuelle. Donc comment on démarre? On va partir du chiffre d'affaires hors TVA. Donc le chiffre d'affaires, c'est tout ce que vos clients vous ont payé, toutes les factures que vous avez émises, toutes les ventes que vous avez réalisées. Donc voilà, c'est vraiment tout l'argent, qui est rentré de la part de vos clients dans l'activité, de manière annuelle. Ensuite, vous allez pouvoir déduire, donc soustraire toute une série de choses à ce chiffre d'affaires. La première chose, c'est les achats de marchandises ou matières premières éventuelles. Donc évidemment, quelqu'un qui est coach, ou qui fait, peut-être des audits, comme j'ai vu tout à l'heure dans le chat, n'aura pas, d'achat de marchandises ou matières premières, à la différence de la personne qui se lance, dans l'horéca. Voilà, donc ça, c'est dépendant évidemment des activités. Ensuite, on va arriver à un premier bénéfice qui s'appelle le bénéfice brut d'exploitation. De ce bénéfice, on va encore pouvoir déduire, donc soustraire toute une série de choses. Les premières catégories, c'est tout ce qui est services et biens divers. Donc on va retrouver ici, les loyers, les frais de téléphone, les frais de comptable, les frais de véhicule, les frais de poste et cetera et cetera. Donc toute une série de frais qui sont plus ou moins, professionnels. Donc il y en a qui peuvent aussi être, en partie privés. Mais donc c'est voilà, toute une série de frais que vous allez, avoir dans le cadre, de votre entreprise. On va retrouver également les fameuses. Floriane, Oui, excuse-moi de te couper, mais en fait, il y a une question de Madame Buxan par rapport justement à des frais qu'elle pourrait défalquer. Elle a fait oui, des formations oui. avant de pouvoir créer son entreprise et elle se demandait si elle pouvait les défalquer dans ses impôts. J'étais Alors, en train d'y répondre, mais oui. OK, pas Donc de souci. Vas-y, elle Julien. peut, en fait, en gros, tant qu'on y est, voilà, on peut les déduire parce qu'ils ont été faits avant, parce que c'est en lien avec l'activité. Là, il ne faut pas que la formation ait été faite il y a 2 ans, forcément. Je ne sais plus, Florian, c'est 3 mois ou 6 mois? Je sais En plus. général, c'est dans les 3 à 6 mois qui précèdent. C'est ça, Maintenant, voilà. ça peut être plus long, si évidemment on arrive à prouver, le lien avec l'activité. Donc parfois, même des choses qui ont été faites 1 an avant peuvent être, rentrées dans les frais, parce qu'il est très clair que, la formation a été faite dans le but d'ouvrir C'est l'entreprise. ça. Donc c'est toujours ça Voilà. le plus important, c'est de pouvoir montrer en fait que les Le frais, lien. quels qu'ils soient, aient un lien effectivement avec, la future activité. Voilà. Et ça, c'est vraiment le comptable, une fois que vous vous lancez, qui va vous expliquer comment l'intégrer. Mais voilà, vous pouvez déjà effectivement considérer que normalement ces frais seront admis, tout à fait. Heu, voilà, mais du coup, je continue donc par rapport au compte de résultat. Donc, j'expliquais donc d'abord tout ce qui était services et biens divers. Ensuite, on va retrouver aussi les fameuses cotisations sociales, donc, les cotisations sociales qui représentent toujours 20,5 de vos revenus.
On va retrouver éventuellement des frais de personnel. Ça, c'est si vous engagez du personnel salarié en plus de vous dans l'activité, bah, vous allez pouvoir évidemment, déduire leur salaire. Ensuite, les amortissements, donc là, c'est une notion un peu comptable pour tenir compte, de la valeur de vos investissements et de la durée de vie. Je m'explique, vous avez par exemple dû acheter un ordinateur pour votre activité. Votre ordinateur, on considère généralement qu'il a une durée de vie d'environ 3 ans et donc plutôt que de venir la première année, noter le prix total que votre ordinateur vous a coûté, on va venir noter un tiers chaque année pendant 3 ans, de ce montant. Voilà, ça c'est vraiment une notion, comptable. Et puis ensuite, on va éventuellement avoir d'autres charges d'exploitation, comme, par exemple des taxes, communales. On arrive ensuite aux bénéfices d'exploitation et puis, bah, là, vous allez encore pouvoir soustraire, tout ce qui est charges financières éventuelles, donc les frais de banque, les frais, les intérêts que vous auriez sur un crédit bancaire que vous avez contracté, ce genre de choses. Et puis, on arrive enfin aux bénéfices courants avant impôt sur lequel va donc du coup être calculé votre impôt. Je le rappelle, en personne physique, l'impôt va de 25 à 50 et donc ensuite, bah, vous avez votre bénéfice net. Donc le bénéfice net, c'est vraiment ce que l'activité a permis de générer et que vous allez avoir concrètement dans votre poche à la fin. Donc voilà, ce tableau paraît peut-être un peu impressionnant, mais en réalité, si vous savez, voilà, faire une soustraction, globalement, vous savez faire un compte de résultat puisqu'on démarre, bah, de vos ventes et puis on soustrait tout ce que ça vous a coûté, en fait, votre activité au quotidien pour voir finalement à la fin, bah, combien il vous reste, dans votre poche. Hem, Ensuite, il y a donc à côté, donc le tableau pour la personne morale. Alors, je ne vais pas tout réexpliquer puisque le raisonnement est exactement le même. Les seules distinctions qu'il y a, bah, elles sont inscrites en bleu, dans le slide. Donc c'est, la première chose, c'est la rémunération. En personne physique, en réalité, votre rémunération, elle est distillée, elle est répartie dans différents points. Vous avez à la fois, bah, les cotisations sociales, vous avez l'impôt des personnes physiques et vous avez votre bénéfice net. Ça, c'est ce qui globalement permet d'avoir, bah, votre rémunération. Alors qu'en société, vous allez avoir toutes ces choses qui sont rassemblées directement et qui sont déductibles entièrement, heu, dans les comptes du coup de l'entreprise et donc bah, la rémunération de gérant, c'est vous qui allez décider: «Bah, je m'octroie, un tel niveau de salaire et sur ce niveau de salaire, bah, je vais payer mon précompte professionnel», donc l'impôt des personnes physiques et les cotisations sociales, donc toujours 20,5 et la deuxième distinction, elle concerne l'impôt des sociétés qui ici, bah, va être de 20 à 25 alors que, du coup, bah, l'impôt des personnes physiques est de 25 à 50. Hem, Ici, bah, je suis bien consciente que c'est assez rapide. Comme je vous le disais, bah, on peut aborder ça ensemble, lors d'un accompagnement pour que ce soit beaucoup plus, concret, pour vous si vous le souhaitez. Et enfin, le dernier tableau, qui est normalement le tableau le plus parlant et qu'on a volontairement chiffré pour que ce soit d'autant plus clair, c'est le tableau de trésorerie. Donc le tableau de trésorerie, c'est ce qui va vous permettre de voir finalement quels sont les flux d'argent, sur votre compte bancaire professionnel. Donc, ce qui rentre et ce qui sort concrètement, chaque mois, sur votre compte. Donc pour vous expliquer le tableau, bah, en janvier, ici, on considère que sur votre compte bancaire professionnel, vous avez 10 000 € et vous allez avoir au mois de janvier des encaissements, donc des choses qui rentrent, donc du chiffre d'affaires et une prime pour 4 000 €. Donc ça veut dire que vous arrivez à 14 000 € sur votre compte. Dans ce mois de janvier, bah, vous allez aussi avoir toute une série de frais, notamment des achats de marchandises, de l'eau, des assurances, et cetera, pour un total de 11 500 € et donc, bah, combien il vous reste en fin de mois? Bah, vous aviez 10 000 €, vous avez rajouté 4 000, ça fait 14 000, moins les 11 500 de frais, bah, il vous reste 2 500 € sur votre compte et donc en février, bah, vous redémarrez avec 2 500 € sur votre compte bancaire. Alors ce tableau, bah, comme, quand vous êtes en privé, vous faites peut-être déjà, vos petits budgets, vous estimez, chaque mois, combien rentre, combien sort et cetera. Et bien ici, c'est la même chose, sauf que c'est, ben, du coup pour votre entreprise et ben, je pense que c'est assez facile de comprendre que, il faut éviter évidemment la situation qu'on retrouve en mars où on a un solde en fin de mois qui est, négatif. Ben, voilà,
je pense que personne n'aime avoir un compte bancaire dans le rouge, que ce soit en privé ou en professionnel. Donc la gestion d'une entreprise, bah, c'est la même chose. On essaie évidemment d'anticiper ce genre de choses, et bah, voilà, le fait de faire ce genre de tableau permet justement de pouvoir, l'anticiper et du coup de pouvoir, peut-être les mois qui précèdent, mettre, de l'argent de côté pour pallier à ce déficit. Voilà. Alors j'ai terminé par rapport au plan financier. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat qui n'ont peut-être pas encore été répondues, par rapport à ça. Hem, je n'en vois pas en tout cas. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas évidemment à les reposer, donc dans l'onglet questions, pour que je puisse y revenir. Alors, du coup, je vais repasser, à la suite qui sont donc les aides, financières en Wallonie. Donc les aides financières, il y en a, quelques-unes, que nous pouvons, du coup solliciter. Alors, vous voyez qu'elles ne sont pas très, très nombreuses, mais elles ont quand même le mérite, d'exister. Donc je vais les aborder, rapidement ici. Alors, on a distingué les primes et les prêts. Donc les primes, c'est un montant d'argent qui vous est octroyé, donc que vous avez, sur votre compte. Une fois que vous l'avez, bah, c'est bon. Alors qu'évidemment les prêts, bah, c'est quelque chose qu'on vous prête, donc que vous devez rembourser. Alors, au niveau des primes, la première, c'est la prime Airbag du Forum. Alors cette prime-là, déjà, elle ne concerne que les personnes qui se lancent à titre principal. Donc déjà, toutes celles qui se lancent à titre complémentaire, bah, malheureusement, vous ne pourrez pas solliciter cette prime tant que vous restez en tout cas, complémentaire. Hem, donc la prime du Forum permet d'avoir jusqu'à 12 500 € qui est versée en 4 tranches et répartie sur une période de 2 ans. Donc c'est une aide vraiment pour le démarrage de l'activité et il y a toute une série de conditions d'éligibilité, notamment en termes de diplôme. Et donc là, bah, je vous invite à aller voir du coup à la fin de la présentation, si effectivement votre diplôme ou les formations que vous avez suivies peuvent éventuellement rentrer dans la case. Pour vous donner déjà un petit résumé, bah, tout ce qui est formation de l'IFA-PME, qui est obtenu, notamment dans les 5 ans ou dans les 10 ans suivant l'âge que vous avez, peut être éligible, et également tout ce qui est, diplôme, supérieur qui mentionne commerce, gestion ou économie. Bah, voilà, déjà ça c'est des diplômes qui peuvent potentiellement, hem, passer pour cette prime. Ensuite, la prime à l'investissement, comme son nom l'indique, ben, on va vous aider à payer une partie de vos investissements. Donc là, c'est une prime du SPOE et ici, on va avoir du coup un pourcentage des investissements qui peuvent être, bah, payés par la prime. Là, en fait, il y a toute une série de codes d'activité et toute une série d'investissements éligibles. Donc à nouveau, il faut aller voir sur, le site du SPOE parce que la liste, des codes est vraiment très, très longue, donc je pourrais pas vous les citer, ici. Maintenant, c'est généralement déjà tout ce qui est commerce et horeca n'est pas concerné par cette prime. On est plus sur, de la production, transformation et cetera, plutôt des plus grosses structures. Mais je vous invite à aller voir du coup, par rapport à votre activité si ça peut rentrer dans cette case. À l'inverse justement, la prime suivante est justement à destination de tout ce qui est commerce et horeca. L'objectif proximité. Donc l'objectif proximité, le but en fait, c'est, d'octroyer une prime qui peut aller jusqu'à 6 000 € pour vous aider à aménager votre futur commerce. Et donc bah, cette prime-là, elle est mise en place par, certaines communes, par certaines villes et de plus en plus de villes et de communes rentrent dans ce dispositif. Et donc en fait, il faut simplement vérifier, si vous souhaitez vous lancer, ben, dans un commerce, que, la cellule commerciale rentre éventuellement dans l'éligibilité. Parce que en fait, c'est uniquement certaines zones, certaines rues, certaines cellules qui rentrent dans le dispositif. Le but, c'est de redynamiser en fait des zones commerciales qui sont laissées un peu à l'abandon, et donc bah, voilà, c'est pas, évidemment en plein centre-ville, que vous allez, trouver, forcément, ce dispositif. Enfin voilà, ça dépend un peu de l'état du centre-ville. À nouveau, là, bah, c'est via la commune ou l'endroit où vous voulez vous implanter que vous pouvez vous renseigner par rapport à cette prime. Et puis la dernière chose, ce sont les chèques entreprises. Alors là, à la différence des autres, ce n'est pas un montant d'argent qu'on va vous octroyer pour, payer une partie de votre matériel, de vos investissements ou autres. C'est ici, un mécanisme qui a été mis en place par la région wallonne pour vous permettre de faire appel à des prestataires agréés, plutôt pour du conseil. Donc nous, on utilise notamment ça, pour nos accompagnements, à la création d'entreprises, mais vous avez des chèques entreprises sur d'autres thématiques comme, du coworking, le numérique et autres. Donc il y a vraiment plein de types de chèques entreprises et là, en fait,
en passant par ce mécanisme, vous pouvez du coup faire appel à vos prestataires à moindre coût puisque la région wallonne prend en charge une partie en fait des tarifs, des prestataires. Ensuite, on passe à tout ce qui est prêt. Donc au niveau des prêts, le premier c'est le prêt coup de pouce. Donc le prêt coup de pouce, c'est en fait un mécanisme qui est mis en place pour solliciter, l'épargne privée, à investir dans les entreprises. Donc c'est typiquement si vous avez dans votre entourage, des personnes qui ont un peu d'argent de côté et qui, souhaitent vous aider à financer votre activité, vous pouvez passer par ce mécanisme plutôt que de donner l'argent de la main à la main. L'avantage que ça a, c'est déjà, que vous allez avoir une convention de prêt, donc les choses vont être formalisées, mises par écrit, ce qui est toujours bien parce que quand tout va bien, tout va bien. Quand les choses commencent à se gâter, c'est toujours bien d'avoir un minimum, d'écrits, de contrats et cetera. Donc ça, c'est déjà un premier avantage, mais surtout, il y a un avantage qui est, prévu sous la forme d'un crédit d'impôt. Donc c'est-à-dire que la personne qui vous prête de l'argent va également, avoir un avantage fiscal, va payer un peu moins d'impôts. Donc ça, c'est vraiment fait pour solliciter en fait l'épargne privée. À noter que le prêt coup de pouce est des coûts plutôt à destination de personnes que vous connaissez. Donc c'est pas une plateforme qui va vous mettre en relation avec, des investisseurs, des particuliers qui vont, injecter de l'argent comme un crowdfunding. Pas du tout, c'est vraiment vous connaissez une personne bien identifiée qui a de l'argent à vous prêter et vous passez par ce mécanisme. Donc il faut vraiment connaître déjà, la personne. Ensuite, tout ce qui est groupe Soalfine et Socamut, je vais en parler ensemble parce qu'ils proposent globalement le même genre de service. Alors, à noter qu'ils ont changé de nom en 2023, donc ça s'appelle maintenant Wallonie Entreprendre, mais je pense que les noms Soalfine et Socamut doivent encore traîner sur pas mal de sites, donc j'en parle quand même. Mais voilà, sachez que si vous voyez Wallonie Entreprendre, c'est la même chose. Donc, Groupe Soalfine et Socamut, ce qu'ils vont faire, c'est globalement être des facilitateurs d'accès au crédit bancaire. Et donc, ils vont pouvoir prêter une partie de la somme que vous auriez normalement demandé entièrement à la banque. Et ils peuvent également apporter une garantie sur ce financement bancaire. Et donc, ça peut faciliter l'accès à votre crédit bancaire, tout simplement. Et enfin, les microcrédits, donc on a ici listé les organismes Crédal et Microstart. Donc comme leur nom l'indique, là c'est pour des plus petits montants, de crédit, donc généralement on ne dépasse pas 20 000 € de crédit et du coup ça c'est plutôt pour des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique, donc par exemple qui sont fichées, et qui donc n'ont pas accès, au crédit classique. Là, à ce moment-là, vous pouvez passer par, ces organismes de microcrédit. Alors, si vous avez, dans votre projet, par exemple, seulement besoin de 10 000 €, vous dites: «OK, moi je vais plutôt aller vers le microcrédit dans ce cas-là». Attention avec ça parce que, les microcrédits, sont, des organismes qui ont un taux d'intérêt beaucoup, beaucoup plus élevé quand même que celui des banques. Donc généralement, le taux d'intérêt des microcrédits, on démarre à 8-9 de taux d'intérêt. Donc voilà, si vous avez accès au crédit bancaire classique, même si votre financement, le montant n'est pas très important, tournez-vous d'abord vers le crédit classique car il est quand même moins coûteux, même s'il augmente à l'heure actuelle, il reste moins coûteux que le microcrédit si vous y avez, accès. Voilà. Alors, à nouveau, tour très rapide des aides parce que malheureusement, on ne peut pas rentrer plus dans le détail ici, dans cette séance d'infos. Maintenant, voilà, vous pouvez évidemment, télécharger ce PowerPoint et du coup, aller voir plus précisément pour les aides, ce qui pourrait, rentrer, dans votre projet et nous recontacter par la suite, pour en discuter de manière plus individuelle. Donc n'hésitez absolument pas, à nous solliciter, voilà, pour la suite. Alors je vois qu'il y a une question sur, le prêt coup de pouce, donc je vais y répondre de suite. Alors du coup, on nous demande donc: «Est-ce que le prêt coup de pouce est considéré comme des fonds propres pour la banque qui finance le reste du besoin?» Donc la banque demande 20 de fonds propres, le montant du prêt coup de pouce rentre dans ces 20. Alors oui et non. Il peut être considéré en partie comme des fonds propres pour la banque, donc ça peut faciliter effectivement l'accès au crédit. Maintenant, ce sont des quasi fonds propres, donc ce n'est pas entièrement considéré comme de l'apport propre parce que c'est quand même un montant d'argent que vous allez devoir rembourser à un moment donné et qui donc ne va pas rester dans l'entreprise. Voilà, c'est quand même de l'argent que vous devez un tiers alors que les fonds propres, c'est quelque chose que vous avez vous-même investi. Maintenant, c'est
effectivement quelque chose qui peut quand même aider, faciliter, puisque ce sont des quasi-fonds propres qu'on appelle ça. Ce sont des quasi-fonds propres parce qu'à la différence des autres prêts, c'est un prêt qu'on appelle en fait un prêt subordonné. Donc ça veut dire que, ce prêt coup de pouce, en cas de difficulté, sera remboursé après tous les autres. Donc on va d'abord rembourser tous les autres crédits. Donc si vous avez un crédit bancaire et le prêt coup de pouce, on va d'abord rembourser le crédit bancaire avant de rembourser, le prêt coup de pouce. Donc dans ce sens-là, c'est effectivement plutôt considéré, comme un quasi apport. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à repréciser. Je regarde s'il y a encore des autres questions. Alors, je vois qu'une personne nous demande un rendez-vous, donc on reviendra, vers vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je pense que tout le reste, on est en train d'y répondre ou ça a déjà été répondu. Ouais. OK, du coup, je passe à la suite. Alors, ce slide est un petit peu indigeste, j'en conviens. Le but est tout simplement, que vous puissiez l'avoir en fait par écrit. Donc c'est pour ça qu'il est aussi chargé, c'est que vous puissiez en fait, l'avoir par écrit. D'ailleurs, normalement, vous pouvez télécharger, le PowerPoint de cette présentation directement, là maintenant. Donc en fait, ce slide a pour vocation simplement de vous expliquer ce que nous on peut faire au sein du CM, avant de concrétiser votre entreprise, donc d'avoir, votre numéro d'entreprise, de passer auprès de mon collègue au niveau du guichet. Moi, comme je vous l'ai dit, dans notre service de consultance création, notre but est de vous aider, à réfléchir en amont à votre projet et à faire qu'on passe d'une idée à un projet solide, concret, et bien ficelé, tout simplement. Et donc ici, on vous a mis un peu le déroulé, comment ça peut se passer, un accompagnement. Alors, de toute façon, tout démarre toujours, chez nous par un premier rendez-vous individuel, donc qui est complètement gratuit. Rendez-vous qui dure généralement entre 1 heure et 1 heure et demie, dans lequel on va prendre le temps, en fait, ensemble, de faire le tour de votre projet, de voir où vous en êtes, de voir quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes et voir du coup si éventuellement il y aurait un besoin d'accompagnement, pour concrétiser votre projet. Si c'est le cas, du coup, à l'issue du premier rendez-vous, on vous fait une proposition de collaboration, donc qui est évidemment spécifique par rapport à ce qu'on a, discuté dans le rendez-vous. Et alors, ensuite, donc si on décide de travailler ensemble dans l'accompagnement, ça se passe en différentes phases. La première phase, c'est un diagnostic de votre entreprise. Donc le diagnostic, il a pour but de faire un état des lieux d'où vous en êtes. Donc nous, on va vous poser plein de questions, on va vous, challenger déjà sur plein de choses pour voir, à quoi vous avez déjà pensé par rapport à votre entreprise. Ce que vous avez besoin peut-être de travailler, ce sur quoi, vous avez peut-être, à l'heure actuelle des lacunes. Et donc ce diagnostic, voilà, ça dure en général entre, 4 et 5 rendez-vous qui sont répartis sur 1 à 2 mois. Voilà, dépendant un peu de votre timing et du nôtre, ça peut être un peu plus court, un peu plus long. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Et puis à l'issue de ce diagnostic, on va, ensuite, travailler sur les éléments qu'on a identifiés comme étant nécessaires, dans le diagnostic et donc on va réaliser du coup là le plan d'action. C'est des choses du coup sur lesquelles on peut, travailler qui sont listées ici. Donc on peut, vous aider dans la réalisation du plan financier, on peut réaliser un plan d'affaires complet, on peut vous donner des conseils en communication, on peut, vous aider dans la réalisation d'une étude de marché, on peut faire une étude de faisabilité, donc sans rentrer dans un plan financier, vous donner une plus petite idée, des chiffres. On peut vous aider dans tout ce qui est recherche de financement et d'aide. Voilà, c'est plein d'exemples ici de choses qu'on peut travailler ensemble. Cet accompagnement, du coup, dépendant de ce qu'on a identifié comme étant vos besoins, il peut être étalé sur environ 1 à 4 mois, à nouveau dépendant, de vos besoins. Et puis, à l'issue de cet accompagnement, on clôture en vous remettant, les différents délivrables, en vous mettant en relation avec les services UCM qui vont vous permettre de concrétiser, votre entreprise, typiquement le guichet d'entreprise pour pouvoir vous inscrire. Et puis, une fois que vous êtes, lancé, on peut éventuellement encore, vous accompagner dans les 3 ans, qui suivent, votre, création d'entreprise, notamment pour tout ce qui est, stratégie, commerciale, de communication, ou, voilà, revoir votre business model et cetera. Donc voilà, ça paraît peut-être un peu impressionnant, sur ce slide, mais je vous rassure, on est là, en tant que conseiller pour, vous aider. On ne vous balance pas, toute une série de documents à remplir de votre côté, loin de là. C'est vraiment une méthodologie, éprouvée où en fait on est là pour s'adapter aussi à vos besoins, et vous aider justement à faire de cette idée que vous avez, un projet, concret, tangible, mais
en s'adaptant bien sûr aussi à votre fonctionnement. Donc ici, c'est juste pour vous donner un exemple de trame, mais voilà, c'est adaptable à votre fonctionnement aussi. Et donc, cet accompagnement-là, bah, nous, on bénéficie, notamment du subside, pour, le financer, via, ce qu'on appelle les fonds européens. Donc voilà, c'est une des méthodes qu'on utilise pour, financer cet accompagnement, et dans certains cas, bah, l'accompagnement peut même être complètement gratuit. Donc ça, bah, voilà, c'est quand même super intéressant. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous pour solliciter un premier rendez-vous qui, lui, de toute façon, sera complètement gratuit et c'est à l'issue de ce rendez-vous qu'on vous dira aussi, bah, dans votre cas, est-ce que cet accompagnement peut être gratuit? Est-ce qu'il est payant? Et si c'est payant, bah, en général, on a aussi d'autres subsides, qu'on peut activer pour en réduire le coût. Donc voilà, on essaie toujours évidemment que vous payiez le moins possible, puisque notre but, c'est de pouvoir accompagner le plus de personnes possible, à créer des entreprises, pérennes sur le long terme. Voilà. Je n'ai pas vu de questions, je pense, pour cet aspect-là. S'il y en a, bah, n'hésitez pas, à les noter. Et sinon, bah, du coup, on va, revenir sur les démarches à l'installation. Alors juste un petit focus, ici, je ne vais pas, entrer dans le détail des slides, vous les aurez. Heu, pour vous dire qu'on a aussi certaines spécificités, qu'on peut activer pour les accompagnements. Donc on a notamment des conseillers qui sont spécialisés dans tout ce qui est durabilité, donc achat durable, économie de la fonctionnalité et cetera. Si c'est des choses qui vous parlent, ben, on a aussi un conseiller spécialisé là-dedans. Pareil au niveau alimentaire, donc on a parlé tout à l'heure de l'AFSCA. Ben, on a une conseillère, une consultante, qui peut vous aider justement à clarifier, les normes, les règles que vous allez devoir suivre. Au niveau environnemental aussi, donc quand on dit environnemental, c'est est-ce qu'il y a besoin d'un permis d'environnement, gestion des déchets, responsabilité d'emballage et cetera. Pareil, on a aussi, des conseillers spécialisés, par rapport à ça. Alors là, je passe, c'est simplement donc les autres formations qu'on organise en ligne. Donc là, ben, voilà, vous pouvez aller voir via notre agenda, il y a plein de choses qu'on met, tout le temps en place. Et voilà, donc je reviens sur les démarches administratives, donc un petit rappel de ce que vous devez faire une fois que vous êtes prêt. Donc une fois que vous avez, bien réfléchi à votre projet, que vous avez éventuellement déjà suivi un accompagnement avec nous. Voilà. C'est donc moi. Alors, une fois qu'on a fait toute la démarche, tout ce qui a été l'accompagnement, ben, on va revenir à ce rappel ce qu'on doit faire. Ben, on va vérifier tout ce qui est valable au niveau gestion, accès à la profession, les différents permis dont on a parlé au début du début de la formation. Ensuite, vous prenez contact avec nous, tout ça est vérifié, et on va à ce moment-là pouvoir créer votre numéro d'entreprise et créer votre dossier en tant qu'indépendant. C'est tout ce qu'on a déjà parlé tout à l'heure de toute façon. Donc, on voit ici les différentes étapes qu'il va falloir passer pour que le dossier soit totalement OK. On l'a déjà évoqué durant tout l'entretien ici. Donc, en fonction qu'on est en société ou en personne physique, il y a des démarches légèrement différentes. Donc, on voit les démarches ici en bleu qui sont uniquement pour les personnes en société. Donc, il faut rédiger les statuts, créer le plan financier, enregistrer les statuts, ouvrir le compte bancaire. Ça, c'est pareil pour les deux. Ça, c'est vraiment les démarches avant d'arriver auprès du guichet d'entreprise. Si on a personne physique, on ouvre son compte bancaire, on prend rendez-vous avec le guichet et à ce moment-là, moi et mes collègues, on fait le nécessaire pour vous inscrire. Si on crée une société, à ce moment-là, on va chez le notaire, on crée la société, on dépose, on crée le compte bancaire et une fois, et seulement une fois que la société a été créée, on revient vers le guichet d'entreprise, qui est donc le point 4. On va revérifier une dernière fois tous les accès à la profession et créer le numéro d'entreprise, vous obtenir ce numéro d'entreprise-là. Ensuite, une fois qu'on a ce numéro d'entreprise, on est considéré comme travailleur indépendant, mais il y a encore des démarches à effectuer. On en a parlé déjà tout à l'heure aussi. Il y a l'immatriculation à la TVA. De nouveau, toutes les activités ne doivent pas y être, mais la plupart vont s'y retrouver. On va, nous, pouvoir, avec vous, faire cette immatriculation auprès de la TVA. On va faire les démarches pour vous. On va également, le jour du rendez-vous, faire l'affiliation à la caisse d'assurance sociale. Donc, CAS, c'est caisse d'assurance sociale. Qu'est-ce que la caisse d'assurance sociale? Ben, c'est là où on va payer les cotisations sociales tous les 3 mois. C'est une obligation aussi. J'en ai parlé dans les différentes réponses tout à l'heure aussi. Ben oui, il faut des assurances indispensables. La RC professionnelle qui va vous
éviter d'avoir des soucis s'il y a un problème, bah, il faut des assurances. Et UCM, n'étant pas des assureurs purs et durs, on va vous mettre en relation avec différents courtiers qui vont permettre de faire un état des lieux des assurances qui sont obligatoires, qui sont intéressantes, plutôt conseillées, et en fonction de ce qu'on décide de prendre comme assurance, ben, faire une offre de prix pour les assurances que vous souhaiteriez prendre. Et enfin, toute autre formalité, comme je disais tout à l'heure aussi, hein, on parlait de la SABAM, on parlait de l'environnement, on parlait de l'AFSCA, des agréations parfois dans la partie de la construction. Donc, quand on veut répondre à des marchés publics, ben, il faut être agréé. Eh ben, c'est l'agréation va permettre ce genre de choses. Donc, tout ça est passé en vue le jour du rendez-vous d'inscription auprès du guichet d'entreprise. On peut faire tout ça avec vous le jour du rendez-vous, ce qui vous permet, en quittant le bureau, d'être parfaitement en ordre et de pouvoir débuter dès le lendemain votre activité indépendante. Alors, bah, en conclusion, on va refaire un peu le parcours et les différents services que UCM peut vous apporter en étant à vos côtés. Donc, on a dans le parcours, je réfléchis à mon projet. Et ben là, c'est clairement toute la partie euh, avant de se lancer. Donc, j'ai un projet, je réfléchis, je regarde tout ce que je peux faire, toutes les aides auxquelles je peux avoir. Je fais mon plan financier. Ben, donc là, c'est le développement économique. C'est ma collègue Floriane. C'est le guichet entreprise aussi, puisque c'est là qu'on va nous vérifier les différentes compétences, accès à la profession, accès à la gestion. Une fois que le projet est prêt, bah, on se lance. Et là, c'est clairement le guichet entreprise. C'est clairement moi et mes collègues. On va faire toutes les démarches qu'on a vues juste au slide précédent. Ensuite, je suis indépendant. C'est là que les assurances sociales avec qui vous allez être en relation. Vous allez payer vos cotisations sociales trimestrielles. Et c'est avec eux que vous allez être en relation principale. Et puis, bah, ça continue à se développer. On engage du personnel. Donc, il y a le service J'engage qui va vous aider à engager du personnel parce que ça se développe. Vous allez gérer votre personnel. Donc, le secrétariat social UCM va vous aider à gérer ça, va créer les fiches de paie avec vous. Et puis, bah, au bout du compte, soit bah, on arrive au bout et vous souhaitez transmettre ce que vous avez créé. À ce moment-là, bah, on retourne au développement économique qui va, avec vous, faire en sorte de transmettre correctement le lien, faire le lien correct de votre entreprise. Il faut savoir qu'autour de tous ces services-là, il y a un service principal de l'UCM qui reste l'UCM Mouvement. Alors, l'UCM Mouvement, c'est vraiment le noyau central et le cœur de l'UCM. C'est le mouvement de défense des travailleurs indépendants. Tous ces services que vous voyez, guichet entreprise, caisse d'assurance sociale, secrétariat social, sont venus se greffer autour de ce mouvement qui peut vous aider tout au long de votre vie d'indépendant à différents niveaux, peut vous aider à construire et à faire grandir encore votre activité. On y retrouve des juristes spécialisés dans le domaine des sociétés commerciales, ce genre de choses, du droit social. On y retrouve des événements qui vous permettent de faire du réseautage, donc permettent de faire connaître votre activité. On a plein de choses au niveau du mouvement qui peuvent vous aider en cas de contrôle fiscal, on peut vous aider en plein de situations. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va tout au long, depuis le début jusqu'à la fin de votre activité, qui va vous aider à gérer et à vous accompagner tout au long de votre activité indépendante. Ensuite, on voit le réseau Diane qui est lié un peu à l'UCM Mouvement, c'est-à-dire que le réseau Diane, c'est un réseautage. C'est un réseau qui permet aux entrepreneuses féminines d'avoir accès de nouveau à des réunions et pouvoir se faire connaître, vraiment créer du réseautage dans le cadre de son activité indépendante pour la développer encore plus. Et on est suivi et accompagné via le réseau Diane. Alors voilà, donc on arrive au terme de la présentation. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à continuer à les mettre dans le chat puisqu'on a encore un petit peu de temps pour y répondre. Donc on va prendre ce temps-là. Les personnes qui souhaitent un rendez-vous, bah, n'hésitez également pas à l'indiquer. Donc il y a déjà 2 personnes qui l'ont noté. Donc on reviendra bien évidemment vers vous à la fin, après la présentation. Et également, bah, pour les autres, sachez que vous pouvez bien sûr aussi nous recontacter. Donc ici, vous voyez apparaître les coordonnées pour nous contacter. Donc
par mail, par téléphone à votre meilleure convenance, que ce soit pour un accompagnement ou pour toute autre question voilà, que vous auriez et auquel on n'aurait pas apporté forcément la réponse aujourd'hui, ou des questions qui parfois viennent voilà, après une présentation, qu'on a eu le temps de réfléchir à tout ça. Normalement, vous pouvez télécharger les slides de cette présentation directement ici. Maintenant, j'espère que ça fonctionne. Mais normalement, vous pouvez directement télécharger le PowerPoint de cette présentation maintenant. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vois que Julien, tu es en train de répondre. Alors, le téléchargement fonctionne. Merci pour la confirmation. Donc, du coup, vous pouvez effectivement bien télécharger ce PowerPoint. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y a plus de questions, ben, voilà, pour ceux en tout cas qui n'ont plus de questions, je vous laisse, je vous libère, enfin on vous libère, et on vous souhaite une très bonne journée. Et pour ceux qui ont encore des questions, voilà, on est encore là quelques minutes pour pouvoir y répondre. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci et bonne journée à tout le monde. Alors, je vois qu'il y a encore quand même une autre question. Oui, un rendez-vous, donc on va revenir vers vous après la présentation. Alors. Ouais. Voilà, je pense que pour le reste, on a répondu. Je pense qu'on a répondu, effectivement. Ouais. Bonne journée à tout le monde, ceux qui sont encore là. Oui. Voilà, mais je pense que tout le monde commence à se déconnecter. Donc, ok. Alors, du coup, pour les personnes qui ont demandé un rendez-vous, on reviendra vers vous par mail ou par téléphone, suivant qu'on a votre téléphone ou pas, préférentiellement par téléphone. Mais si on n'a pas votre numéro de téléphone, on viendra d'abord vers vous par mail. Donc, on a bien pris note de quelques personnes qui souhaitent un rendez-vous. Donc, on va faire ça. On reviendra vers vous dans la journée ici. Voilà, je pense qu'on n'a pas d'autre chose. Donc, on va clôturer ici, et donc on recontacte les personnes qui nous ont demandé dans la journée. Merci à tout le monde. Merci à vous. Une bonne journée à vous.